L'environnement boursier semble, économique et monétaire, semble redevenir porteur en matière d'OPA avec de nouveaux projets survenus ces dernières semaines. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Comment on fait pour en profiter quand on est épargnant, investisseur boursier particulier? Alors déjà, on peut suivre l'actualité récente, on en a eu ces derniers jours. C'est vrai que vous Ah oui, disiez qu'il y a Rexel dans il y l'actu. a voilà, il y a un changement quand même d'environnement sans doute qui va avoir des conséquences, puisque comme vous le disiez, on est passé d'un environnement de taux d'intérêt élevé à un mouvement de baisse des taux des deux côtés de l'Atlantique. Donc là, ça va effectivement changer la donne. Euh, et en tout cas, on a vu en début de semaine que une société américaine, QXCO, qui est une société de l'américain Brad Jacobs, faisait une offre sur le distributeur de matériel électrique Rexel euh, pour environ 9 milliards de dollars, une offre que Rexel dit avoir refusée parce que Rexel considère que cela sous-valorise sa société. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu tout de suite que effectivement le titre Rexel prenait une dimension spéculative. Le titre a pris 10% le 16 septembre et en gros en une semaine il a pris 15%. Il est désormais dans la zone des 26 euros. Alors pourquoi là en l'occurrence on voit bon Rexel est dans l'univers, enfin va profiter du boom de l'électricité hein, dans le mix énergétique mondial. Et donc il y a un fort potentiel de croissance de l'activité des marges. Le prix est peut-être un peu trop faible. En tout cas, peut-être qu'il faudra que QXO revienne à la charge, mais c'est Avec un une offre titre du améliorée. coup. Voilà, on peut améliorer l'offre et imaginer que le cours peut se rapprocher plutôt de 30 euros par exemple. Combien d'OPA possible à la Bourse de Paris? On se dit que c'est sur les doigts d'une main, non? Ou je me trompe? Alors, un peu plus que ça, David, parce qu'en fait, si effectivement on fait un petit peu un recensement, on va dire qu'il y a à peu près une vingtaine de sociétés sur Euronext Paris qui sont susceptibles de faire l'objet d'une OPA à court moyen terme, avec donc des primes substantielles. Alors, quand même, 2024 n'est pas comme 2023, n'est pas comme 2022. En 2023, avec la remontée des taux d'intérêt, les incertitudes économiques, on avait vu effectivement un repli, c'est-à-dire que 23 opérations déclarées à l'AMF pour un peu moins de 10 milliards d'euros, et alors qu'il y en avait eu 32 OPA en 2022 pour un peu plus de 15 milliards. Bon, mais ce flux, c'est quand même pas tari. Donc, on a actuellement, depuis le début de l'année à fin juillet, on a constaté une dizaine d'OPA déposées et d'autres annoncées. Alors, il y en a une David, qui a été voilà significative, c'est celle l'OPA du Canadien Brookfield sur Neoen, hein, D'ailleurs, le pour un patron de Neoen était venu commenter cette voilà. opération Et ici là, sur là, Bourse on a Live. vu bon une prime sur le titre de quasiment 27%. Voilà, avec une opération donc quand même qui va prendre du temps. Hein, ça va, on va. Après, il y aura un retrait obligatoire, etc. Donc là, on est sur un horizon 2025. Mais bon, vous voyez que là, ce qui nous intéresse dans ce sujet-là, c'est qu'on a des primes significatives. J'en cite quelques autres. Dans le cas de Believe, c'était 21%. Dans le cas de Visiative, c'est 35%. Cas un peu particulier, celui de Micropole, on est autour de 200%, parce que bon, c'est une valeur qui était très faible en termes de valorisation. Mais voilà, ce sont des opérations en cours ou Qui plus ou moins concerne d'ailleurs, annoncées. pardon, je vous coupe, qui concerne d'ailleurs plutôt des petites ou moyennes valeurs de la cote, et c'est pas une critique, hein. Oui, alors effectivement, c'est plutôt des petites et moyennes valeurs, notamment parce que, bon, d'abord, ce marché des fusions-acquisitions, il commence à se débloquer. On n'est pas encore, David, dans les niveaux qu'on avait avant la pandémie de 2020, hein. Mais le principal moteur, c'est qu'il y a une énorme décote de ces valeurs petites et moyennes qu'on retrouve dans le CAC Small, par exemple. On voit des décotes de 30 à 40% par rapport aux grandes capitalisations. Donc, c'est l'ensemble du compartiment, effectivement, qui peut être concerné par une OPA. Souvent, beaucoup de ces sociétés sont des leaders de niche, mais sont sous-valorisées et ont du mal à se refinancer. Il y a des secteurs qui sont un peu plus susceptibles d'être concernés par ces OPA. Oui, a priori, bon, tout l'univers des technologies en général, David, mais aussi quand même, par exemple, les biotech.
qui sont où là effectivement les laboratoires pharmaceutiques ont les moyens d'intervenir et d'acheter. En fait, ce qu'il faut voir, David, c'est que pour un épargnant, pour un actionnaire individuel, ce qui est intéressant, c'est de détenir en portefeuille une ou plusieurs valeurs opéables, parce que l'acquéreur, que ce soit un industriel, une famille, un fonds d'investissement, se doit de proposer un prix attractif pour convaincre les minoritaires. Voilà. Et même si l'OPA n'arrive pas, il suffit que la société fasse l'objet de rumeurs pour que le titre s'anime à nouveau. Alors attention, puisqu'on en parle, David, quand même, un petit rappel. Nous, on considère que l'intérêt spéculatif ne doit pas être le seul argument pour mettre en portefeuille une valeur. C'est une probabilité, bien sûr, d'opération sur le capital. Mais ce qui compte, c'est quand même toujours les fondamentaux d'une société. Hein. C'est d'abord ça qu'il faut prendre en compte. Évidemment. Le résultat, le dividende, la valorisation, etc. Évidemment. Il y a des facteurs aussi, Laurent, des configurations qui favorisent les OPA. Alors oui, notamment en fait, lorsque on voit qu'un actionnaire de référence s'approche du fameux seuil fatidique des 30%, qui peut amener à une prise de contrôle. Alors sur la côte française, on en a effectivement quelques-unes. Hein. Vous avez le cas de Vallourec par exemple, avec ArcelorMittal au capital. Vous avez Coface, Verallia, Goffman Broad, qui sont des valeurs aussi qui ont des actionnaires de référence qui pourraient sortir du bois. Fnac Darty avec Daniel Kretinsky qui effectivement pourrait un jour faire quelque chose. Sur des dossiers comme Getlink par exemple, vous avez un actionnaire de référence qui est Eiffage, peut-être qu'il pourrait continuer à acheter des titres, comme pourrait le faire d'ailleurs, je le citais, mais Daniel Kretinsky dans Cadian, ou alors à l'inverse, dans d'autres dossiers, vous pouvez avoir en fait des valeurs comme Score, GTT, où là c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est un actionnaire qui s'est désengagé, par exemple Covea dans Score ou Engie dans GTT, et là cet actionnaire qui se désengage, il rend la société plus vulnérable à une offre extérieure. Bon, pour ceux que ça intéresse de guetter les OPA possibles, quels signaux il faut suivre, il faut scruter? Alors, d'abord, souvent, on le voit dans les éditeurs de logiciels, hein, c'est la possibilité de s'adosser effectivement à un concurrent qui est plus gros ou avoir intéresser un fonds d'investissement. Alors, on a un exemple tout récent qui vient de sortir, qui avait déjà été un petit peu annoncé puisqu'on savait qu'il y avait des discussions, mais c'est Esker, hein, donc qui est un éditeur de logiciel de dématérialisation de documents. Là, il y a une OPA du fonds Bridgepoint, associé à General Atlantic. Et là, on a une prime de 30%. Donc voilà, là on a effectivement ce genre de cas. Vous avez d'autres facteurs comme par exemple un flottant qui s'est beaucoup réduit. Ça a été le cas c'est le cas avec Line Data Services qui a fait déjà 2 fois des OPRA en 10 ans. Ou alors la question du succession du dirigeant fondateur. Hein, c'est le cas notamment avec Ipsos. Ça nourrit un petit peu l'intérêt spéculatif. Et un autre cas de figure, c'est quand par exemple vous avez un actionnaire de référence important qui pourrait prendre le contrôle. Si vous prenez le cas de MGI Digital Technology. En fait, c'est le japonais Konica Minolta qui est l'actionnaire et donc il pourrait prendre le contrôle. Voilà. Bon voilà, et puis il faut lire aussi le magazine Le Revenu, évidemment, vous suivez tous ces dossiers. Voilà, et au jour le jour, effectivement, sur le site internet aussi, tout à fait. Voilà, on voit où investir votre argent, tiens, on voit la couverture, la une du Revenu de cette semaine. Oui, alors semaine qui va déboucher la semaine prochaine, notamment sur des salons professionnels comme celui de Patrimonia qui réunit tous les professionnels de l'asset management et du patrimoine. Et donc on réfléchit un petit peu à tout ce qu'on peut faire avant la fin de l'année, que ce soit en termes d'allocation là, hein, c'est-à-dire, les actions, les obligations, l'immobilier, des classes d'actifs qui sont un peu à un moment intermédiaire. Et puis on revient. Bien sûr, avec nos analyses de marché, mais on revient aussi sur quelques conseils gagnants, et notamment celui qu'on avait donné sur Legrand, le distributeur de matériel d'appareillage électrique, et qui a gagné 25% depuis notre dernier conseil. À lire dans Le Revenu tranquillement ce week-end. Merci Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Salut. Merci David.